Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Guerre, conflits armés en tout genre, abcès sécuritaire, massacres à la machette, calamités naturelles, famine et incivisme. Et la liste est encore longue. Ce sont là les images un peu trop souvent associées à l'Afrique. L'Occident, depuis le début de la colonisation, a façonné cette image, que ce soit dans ses médias, dans son cinéma et même dans sa littérature, avec un objectif à peine voilé, la destruction d'un continent, de son identité, de ses richesses culturelles, mettant l'art de la communication au service de ses intérêts géopolitiques et économiques. Durant longtemps, l'Afrique n'avait aucune emprise sur son image, en dépit des tentatives bien que courageuses et ambitieuses des pères du panafricanisme, de Wayne Nkrumah à Patrice Lumumba, en passant par Thomas Sankara ou encore Frantz Fanon. Ces figures dont les portraits sont aujourd'hui brandis fièrement par une jeunesse décidée d'être le maître de son destin et de réécrire son histoire, et au même titre que de façonner son image par elle-même et pour elle-même. Aujourd'hui, la question se doit d'être posée. La reconstruction de l'image de l'Afrique est-elle une nécessité pour le développement? Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de deux confrères spécialisés des questions africaines. Zine Cherfaoui, directeur de la rédaction au quotidien Al-Watan, et de Eric Topona, journaliste à la Deutsche Welle. On entame tout de suite la première partie de cette émission. Et avant d'entamer les questions ou le débat de cette émission, je me dois d'abord de saluer mes invités. Bonsoir, Monsieur Cherfaoui. Bonsoir à vous, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Eric, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Et c'est avec vous que je commence directement. Je l'ai dit dans mon introduction, cette construction de l'image négative ou de l'image de la calamité africaine a déjà commencé avec les empires coloniaux. Comment a-t-elle été façonnée dès lors, Eric? Moi, je pense qu'il faudrait d'abord reconnaître une part de responsabilité des Africains dans cette image véhiculée par les Occidentaux. Parce que les Africains eux-mêmes ont contribué depuis avant, pendant et après la colonisation à ternir leur propre image, l'image de leur continent. Et dès que vous ne prenez pas au sérieux vous-même vos préoccupations, eh bien les autres ne sont pas obligés de vous faire des cadeaux. Bon, maintenant, l'autre côté, c'est que les Occidentaux, en général, n'ont pas toujours accepté, ils n'ont toujours pas accepté que l'ère coloniale est dépassée. On sent qu'il y a une sorte d'infantilisation des Africains sur plusieurs sujets. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, aucun pays africain n'est membre permanent, par exemple, du Conseil de sécurité. Justement, ces deux points que vous êtes en train de mettre en avant, on va en parler, la représentativité de l'Afrique, on va en parler dans la deuxième partie de notre émission. Zine, que pensez-vous de ce que vient de dire Eric, qui est rentré directement dans le vif du sujet et estime que la responsabilité est partagée entre les Africains et les Occidentaux quant à cette image? Personnellement, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire mon confrère. C'est que effectivement, vous avez quand même un discours historique sur l'Afrique qui s'est forgé en Europe en adoptant le prisme colonial comme angle de vue majeur à partir du 19e, 20e siècle. Ce discours, il se nourrit effectivement de savoirs géographiques et ethnographiques qui ont cette caractéristique de déprécier à la fois l'Afrique et l'Africain. Cette spécificité, elle s'insère dans des rapports particuliers établis entre les institutions des États européens, alors je parle de l'administration coloniale, des services des archives, avec ces représentants qui sont
que sont les explorateurs, les administrateurs et les professionnels de l'histoire. Donc, nous avons une approche coloniale et colonialiste qui est bien ancrée dans la culture occidentale. Est-ce que justement, la question elle va s'adresser à vous deux, est-ce que justement c'est cette approche que vous dites néocoloniale ou coloniale qui a permis justement de maintenir cette domination? Est-ce que la domination finalement, elle a muté pour imposer à l'Afrique cette image? Oui, mais bon, l'erreur peut-être des Africains, c'est de s'être peut-être attelés tardivement à écrire ou à réécrire leur histoire à partir de leur propre vécu, de leur propre perception, ou à partir tout simplement de la réalité qui est la leur. Très souvent, l'Africain ne se perçoit à travers le prisme déjà qui est établi par les anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, il est important que l'Afrique et les Africains se réapproprient l'histoire et qu'ils soient les vrais artisans de leur histoire et de l'écriture de l'histoire. Il faut que cette histoire soit écrite par eux. Et très souvent, dans beaucoup de pays africains, l'histoire qui est racontée, c'est celle laissée par les anciennes puissances coloniales. Donc il y a un travail d'écriture et d'appropriation de l'histoire à faire. Mais en même temps, pour revenir un peu à des faits beaucoup plus contemporains, vous avez l'Afrique, là c'est aussi une réalité implacable, c'est que la moitié des missions de maintien de la paix financées et lancées par l'ONU, un peu plus de la moitié se trouve en Afrique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Afrique est un continent qui est encore secoué par des crises, par des guerres et par des conflits. Bon, on a beau essayer d'essayer de présenter une image de l'Afrique qui soit positive, mais en même temps, vous avez aussi une réalité qui est là. Mais il ne faut pas oublier, vous parlez par exemple, c'était une de mes, on va passer à cette question qui était, il y a beaucoup de conflits aujourd'hui en Afrique qui sont dus à des thèses ethnologiques ou des thèses anthropologiques. Je fais notamment référence au massacre des Tutsis par les Hutus et on sait très bien que l'Occident était derrière ce massacre-là, que ce soit par la manipulation pendant la colonisation ou encore les manipulations d'État. Je fais référence au précaré de la France notamment. Il y a effectivement le cas rwandais qui est un État patent, mais si vous voulez, on peut en parler très longuement. Je peux aussi rappeler le fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est un peu le terrain d'affrontement entre d'innombrables grandes puissances. On peut les citer. Vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez la Turquie, vous avez la France, vous avez la Grande-Bretagne, etc. L'Afrique, le continent, est aujourd'hui devenu un terrain d'affrontement entre grandes puissances et souvent ces affrontements se manifestent sous forme de guerre par procuration. Aujourd'hui, nous avons un conflit qui vient d'éclater en Afrique de l'Est. C'est la crise du Soudan. Bon, la crise du Soudan, c'est d'abord un conflit qui oppose. Est-ce qu'on peut rester justement sur l'image justement? Est-ce qu'on peut rester justement sur l'image de l'Afrique au sein de l'image de l'Afrique façonnée par l'Occident? Vous le dites, oui. Il y a beaucoup de puissances qui sont en train de se battre. Justement, est-ce que le fait de se battre pour la domination de l'Afrique, pour la redomination de l'Afrique, on a eu la domination coloniale et il y a eu la décolonisation, mais aujourd'hui, comment est-ce que la domination est en train d'être exercée pour façonner cette image d'un continent qui ne peut pas vivre sans accès sécuritaire, justement? Absolument, absolument. Oui, effectivement. Donc, le fait que les grandes puissances aient transformé l'Afrique en terre d'affrontement, cela peut laisser entendre effectivement que ces grandes puissances considèrent toujours les Africains et l'Afrique comme un sous-continent ou un sous-continent formé de sous-hommes et que c'est un gâteau par conséquent à se partager entre eux. Donc aujourd'hui, il s'agit justement de faire en sorte à ce que le continent soit préservé et protégé justement de ces guerres d'influence. Très bien, merci Zine. Je passe à vous, Eric, si vous le permettez. La domination coloniale, on vient d'en parler un peu, a commencé avec
un mensonge qui s'est appelé les missions civilisatrices ou le prétexte des missions civilisatrices. Et aujourd'hui, il y a aussi le mensonge ou l'alibi de la coopération, de la formation, de la sécurité. Est-ce que le parallèle est le même, Eric? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas penser que tout est noir dans la colonisation. Certes, l'Afrique a été asservie, mais il faudrait peut-être prendre les côtés positifs de cette colonisation. Mais après cette période coloniale, qu'ont fait les Africains de leur indépendance octroyée, même si c'était une indépendance factice. Quand je parlais au début, en introduisant mes propos, j'ai relevé cette co-responsabilité et les Africains eux-mêmes prêtent Est-ce le que flanc. vous pensez, quand vous parlez de responsabilité coloniale ou de positivité coloniale, est-ce que vous êtes en train de dire que les populations africaines étaient prédisposées à être colonisées? En fait, je ne dis pas que la colonisation était un impératif pour les Africains, mais je veux dire, cette période, cette phase coloniale, malgré les points négatifs, aurait pu être positivée. Maintenant, les Africains eux-mêmes, qu'ont-ils fait de leur indépendance? Même si c'est une indépendance factice. Tout à l'heure, mon confrère parlait des conflits qui ravagent le continent africain. Et le dernier en date, c'est celui du Soudan. Certes, les puissances aussi ont une main derrière la persistance de ces conflits, mais les Africains eux-mêmes essaient de prêter le flanc. Donc, il faudrait que les Africains mais les affres de la colonisation, monsieur Eric Topona, les affres de la colonisation, on les ressent encore aujourd'hui dans la plupart des pays africains, que ce soit le Nord. D'ailleurs, il y a la séparation du continent en deux parties, la séparation entre le Nord et le Sud du continent, les problèmes ethniques qui sont à l'origine de la plupart des abcès sécuritaires. Quand vous parlez de positivité de la colonisation, de quelle façon est-ce qu'on peut aujourd'hui exprimer la positivité de la colonisation, alors que même en Occident, en Allemagne notamment, ou encore en Italie, en Angleterre, on est en train de remettre en cause ce patrimoine qui est la colonisation et cette domination d'une nation sur une autre nation? Moi, je suis un partisan, en fait, je n'encourage pas ceux qui aiment ressasser le passé. Certes, la colonisation a eu ses aspects négatifs que tout le monde connaît. Maintenant, il faudrait plutôt, quand je parle de positivité, ce ne sont pas les Occidentaux qui forcent les Africains à s'entretuer, même si c'est eux qui suscitent ces affrontements. Il faudrait que les Africains se disent oui, on a connu les affres de cette colonisation. Maintenant, il faudrait qu'on prenne notre destin en main pour éviter des conflits ethniques, pour éviter mais vous savez, vous êtes en train de dire que les Africains se sont entretués. La remarque, je l'ai déjà faite à Zine. On a, par exemple, le génocide de Rwanda qui a été encouragé par des puissances occidentales. Mais ce sont les Rwandais qui se sont entretués. Ce ne sont pas ces puissances qui sont venues prendre des machettes. Mais mais les Rwandais auraient pu eux-mêmes prendre leur destin en main, dire bon, on n'est pas obligé de suivre ce que ces puissances font. Et lorsque certaines puissances financent des rébellions, ce sont les fils de ces différents pays-là qui s'entretuent. En ce moment, les Soudanais s'entretuent pour justement le contrôle du pouvoir, même si ce sont des puissances qui sont derrière. Donc, il faudrait que les Africains eux-mêmes prennent leurs responsabilités en se disant, oui, on nous a instrumentalisé, la colonisation nous a fait beaucoup de mal, prenons notre destin en main et construisons donc nos pays, construisons nos nations pour qu'on puisse avoir un continent paisible. J'ai une autre question pour Zine Chalfaoui dans la construction justement de cette image, et les avis diffèrent ce soir et c'est ce qu'on aime justement de Cap sur l'Afrique. Lors d'un des fameux épisodes de phare d'Hergé qui est Tintin au Congo par en 1931, l'image du Congo, de la façon dont elle a été façonnée, ne fait pas-t-elle partie justement de cette construction de la domination blanche sur l'Afrique? Oui, alors juste avant de répondre à vos questions, je voudrais revenir un peu sur la question précédente. Effectivement, aujourd'hui, nous avons principalement des puissances occidentales. Je peux les citer. Vous avez les anciens empires coloniaux à la fois français, italiens, allemands, britanniques.
Aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, ces pays-là ont toujours du mal à solder leur passé colonial. On le voit bien, par exemple, entre l'Algérie et la France. La France encore a du mal à appeler les choses par leur nom. Vous avez par exemple les Allemands avec la Namibie. Il y a eu des massacres de tribus. Il faut encore attendre. Le débat a commencé en Allemagne, mais il avance doucement. Vous avez la Belgique avec le Congo. Vous avez l'Italie avec la Libye. Vous remarquerez qu'il y a encore des résistances à reconnaître que la période coloniale s'est caractérisée par une politique de la terre brûlée, par des massacres. On peut même parler de génocide. Il y a encore cette pensée coloniale qui a encore une emprise dans les États actuellement en Europe. Alors non seulement on a du mal à solder le passé colonial, mais on est aussi par moments dans des stratégies néocoloniales. Vous parliez tout à l'heure du Rwanda. Effectivement, aujourd'hui, il est admis que la France de Mitterrand a joué un rôle extrêmement trouble dans le génocide rwandais qui s'est soldé par près d'1 million de morts. Et à ce jour, le dossier n'est pas encore refermé. Et justement, ce n'est pas le seul exemple. Il y a quand même aussi l'assassinat ou encore l'assassinat de Patrice Lumumba, les interventions étrangères, les missions dans lequel beaucoup de pays sont impliqués, à commencer par la CIA. Effectivement, donc vous avez donc un passé là qui continue de hanter le monde occidental. Et pour revenir tout à l'heure, vous parliez de Tintin. Donc Tintin, c'est quoi? C'est un personnage imaginé par Hergé, qui est un Belge, qui a constitué, donc c'est une série de BD constituée de 23 albums, tous consacrés aux aventures de Tintin, et l'un des albums le plus célèbre, c'est Tintin au Congo. Et cet album-là est un concentré de préjugés sur l'Afrique. Hein. Donc globalement, pour ne pas alourdir la conversation, en somme, dans Tintin au Congo, l'Africain est présenté comme un grand enfant paresseux, un peu naïf, sauvé par les colonisateurs blancs, qui apportent la médecine, la justice, la paix, et donc c'est au nom justement de ces préjugés justement que l'on a justifié les missions civilisatrices. Donc c'est toute une vision du racisme paternaliste qui est inhérent au colonialisme, qui s'exprime à travers cette œuvre que, par exemple, dans certains pays comme aux États-Unis, par exemple, beaucoup de libraires ont décidé de retirer le livre. Et bon, circonstance atténuante, Hergé a dessiné cette BD lorsqu'il était très jeune, donc il était imprégné, si vous voulez, d'une sorte de racisme ambiant. Donc effectivement, Tintin est un peu un concentré de tous les préjugés négatifs qui entourent ou qui caractérisent la vision occidentale de l'Afrique et des Africains. Merci Zine. Eric, je passe à vous. Rien qu'en France, près de 90 000 objets provenant des pays africains, en particulier d'Afrique subsaharienne, sont conservés dans les musées. Et on peut aussi parler des joyaux de la couronne d'Angleterre qui ont fait aussi partie du patrimoine sud-africain, et les exemples sont encore lents. La restitution de ce patrimoine accaparé du temps de la colonisation est-il un pas vers la reconstruction et la réconciliation de deux continents finalement? Oui, c'est un pas très important parce que effectivement, ça fait partie du patrimoine de beaucoup de pays africains. Le fait que ces pays occidentaux aient décidé de rapatrier ces objets d'art est un pas important puisque la donne a changé, les Africains ont changé, les esprits ont évolué. Et donc, il va falloir que ces pays occidentaux prennent en compte cette évolution importante, donc par la restitution de ces objets d'art. Maintenant, il va falloir aussi que les pays africains essaient de mettre en place des mécanismes pour pouvoir conserver ces objets d'art. Je sais que dans beaucoup de pays, on n'a pas de moyens pour conserver ces objets d'art. Il faudrait peut-être créer des structures comme le musée du
Quai Branly à Paris, hein, pour essayer de conserver ces objets d'art, pour ne pas qu'à la longue, ils puissent être Ou faire appel volés à l'expertise de à pays comme l'Égypte, qui ont déjà quand même une bonne expertise dans la conservation d'objets de patrimoine ancien. Oui, pourquoi pas. Ça, c'est une suggestion aussi. Mais il va falloir aussi que ces pays africains essaient d'élaborer d'autres stratégies pour pouvoir promouvoir, hein, ces objets d'art, parce que les jeunes générations ne sont pas imprégnées, ne savent pas l'importance de ces objets d'art. Il va falloir peut-être essayer de refaçonner ou modifier les manuels d'histoire pour essayer d'intégrer, hein, cette donne pour que les jeunes générations puissent savoir exactement dans quelles circonstances ces objets d'art ont été volés, pillés, dans quelles conditions ils ont été rapatriés et les circonstances qui ont guidé justement à ce processus de restitution qui est une étape très importante. Justement, vous avez commencé à parler tout à l'heure, Eric, de la représentativité de l'Afrique au sein des institutions internationales. L'Afrique, on le sait très bien, est sous-représentée dans les institutions internationales, dans l'ensemble des institutions internationales. Comment est-ce qu'aujourd'hui, cela est préjudiciable non seulement sur l'image de l'Afrique, mais son développement, mais aussi son point de vue dans le monde et son apport dans le monde? Oui, il s'agit là d'une énorme injustice qu'il va falloir réparer au plus vite. Le continent africain représente un poids considérable, hein, sur la scène politique, diplomatique internationale. On a des pays qui sont importants, même si tous les pays membres donc, de l'Union africaine sont importants, mais il y a des poids lourds qui peuvent représenter le continent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense à l'Afrique du Sud, à l'Algérie, à l'Égypte, au Maroc. Bon, bref, il va falloir vraiment qu'au moins un siège soit accordé à cette partie du continent, parce que tout à l'heure, mon confrère parlait des puissances qui aujourd'hui s'affrontent sur le continent africain. C'est que sans l'Afrique, le monde diplomatique international n'aurait peut-être pas son sens. Et donc, lorsqu'on voit par exemple la Russie qui est aujourd'hui en guerre contre l'Ukraine, est toujours membre du Conseil de sécurité. On commence à manquer de temps. J'ai une dernière question brièvement à vous poser à vous deux. Quel est le rôle des médias aujourd'hui, des médias africains en particulier, dans la reconstruction de l'image de l'Afrique et dans la réappropriation de notre image collective à nous tous et de notre patrimoine finalement? Zine, je commence avec vous, Zine. Oui, alors écoutez, les médias jouent un rôle extrêmement important, parce qu'aujourd'hui il s'agit aussi autant le continent africain est traversé par des conflits, par des guerres, etc. C'est des guerres à la fois des conflits ethniques, des conflits pour l'eau, des conflits politiques, etc. Mais en même temps, vous avez aussi une Afrique qui avance. Donc autant il est important de parler des conflits pour pouvoir les régler, mais il y a aussi une Afrique qui se construit, qui est intégrée dans la globalisation, qui produit, qui pense, qui réfléchit. Moi, je peux vous donner un exemple extrêmement simple. Je vais parler d'un pays que je connais bien, qui est le Burkina Faso. Actuellement, le Burkina Faso, depuis 2015, il fait face à un terrorisme aveugle, mais malgré la douleur, malgré les dégâts, malgré les pertes occasionnées par le terrorisme, depuis 2015 à nos jours, c'est près de 10 000 morts, c'est énorme, mais en même temps, vous avez aussi une jeunesse burkinabé qui est extrêmement imaginative, qui est extrêmement active et qui résiste. Et comment elle résiste? Chaque année, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un festival du cinéma qui est tenu à Ouagadougou, vous avez un festival de la presse, et actuellement, ça fait quelques jours, il s'est tenu aussi un festival de jazz à Ouaga. C'est Jazz à Ouaga, ça s'appelle comme ça. C'est l'espoir qu'on veut pour notre continent. Eric, je vous pose la même question et brièvement, le temps commence à arriver à la fin.
Moi, je pense que les médias ont toujours eu un rôle important dans la construction d'une image positive du continent africain. Mais pour le déplorer, il va falloir aussi que la presse puisse être aidée. Il va falloir que les journalistes puissent être protégés. Vous êtes sans savoir que dans beaucoup de nos pays, il y a beaucoup de restrictions à la liberté d'informer et c'est ce qui est préjudiciable dans cette quête d'une image positive. Il va falloir laisser les journalistes exercer de manière professionnelle leur métier pour justement jouer leur partition dans la construction d'une image positive de nos pays. Très bien, merci. Merci Eric. Merci. Merci Zine de nous avoir accompagnés durant tout au long de cette émission. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt Eric, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Cap sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. D'ici là, prenez soin de vous.